Bonjour, bienvenue sur le Salon des maires avec Agora Manager Group et précisément le média Agora News Sécurité. Très heureux, Georges, de vous retrouver. Bonjour. Georges Fenech, conseiller éditorial auprès de Agora News Sécurité. Et puis notre invité, Thibault de Montbrial, qu'on ne présente plus, fondateur du CRSI, Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonjour. On est au Salon des maires. Bonjour Thibault. Il y a eu une étude réalisée par l'IFOP en mars 2025 avec le CRSI. Justement autour de la sécurité et des élus, des maires de villages, de villes, et ça dans toute la France métropolitaine, mais aussi ailleurs. Qu'est-ce qu'il en résulte de cette étude? On avait voulu, à 1 an des municipales, tester les maires en fonction de la taille des communes sur l'importance de la sécurité à leurs yeux et aux yeux de leurs électeurs. Pas encore en période électorale, puisqu'on était 1 an avant. Et ce qui est très intéressant, c'est que, sans surprise, hein, la sécurité est arrivée en tête des préoccupations pour les maires, massivement pour les communes de plus de 2000 habitants, un tout petit peu moins pour les communes de plus petite taille. Et la chose à retenir, c'est que les maires ne demandent pas tant plus de moyens que plus d'informations. C'est ça qui est très intéressant. Et en particulier, les scores les plus élevés, systématiquement au-dessus de plus de 90% de oui, ce qui est énorme hein, dans des sondages, c'était plus d'informations lorsque il y a des fichiers S qui vivent dans la commune, et plus d'informations lorsqu'il y a des déploiements de migrants qui sont décidés par l'État, puisque vous vous souvenez sans doute qu'en 2022, après sa réélection, Emmanuel Macron a décidé un plan de répartition des migrants partout sur le territoire national, et qu'il se trouve que ce plan a été déployé quasiment sans que les maires soient prévenus, parfois au sens propre. C'est-à-dire parfois ils ont découvert le bus arriver le matin. Alors, certains ont commis des attentats. Et les maires se sont plaints de ne pas avoir été informés qu'il y avait un fichier S dans la... Mais c'est ça. Un Romans-sur-Isère de mémoire. Absolument. Hein? Absolument. Et pour reprendre les chiffres exacts de l'étude, c'est 93% effectivement des élus qui estiment souhaitable que la personne qui sont fichées S qui résident dans leur commune soit systématiquement signalée, et 89% qui souhaitent que l'installation par l'État des réfugiés dans une commune reçoive obligatoirement l'aval du maire et du conseil municipal de la commune concernée. Donc ça c'est factuel, ça montre évidemment, Georges, au niveau du salon des maires dans lequel on est présent, je le rappelle avec Agora News Sécurité, que en fait ça touche tous les partis politiques. Mais ce qui est important, c'est ce qu'a dit effectivement M. Montbrial, à savoir Thibault, pardon, que les maires ont besoin et réclament une information. Pourquoi? Pas pour le plaisir de savoir qui est dans la commune, parce qu'ils doivent en tirer, ils doivent avoir cette information pour pouvoir en tirer des conséquences au niveau des nominations. Dans des postes sensibles, dans des associations sportives, culturelles, dans les écoles, s'ils n'ont pas l'information. Et les maires sont très peu au courant qu'il existe une circulaire qui prévoit que lorsque le maire demande au préfet ce type d'information, précisément, le préfet doit répondre. Mais les préfets ne jouent pas toujours le jeu. Hein. On est d'accord. Alors, on va passer sur d'autres points sur cette étude qui est assez incroyable. La simplification des procédures administratives aussi. C'est 74% des élus qui la souhaitent pour faciliter l'installation de caméras de surveillance par les municipalités dans leur commune. Alors ça, c'est un point, là encore, de très grande majorité, on ne va pas dire d'unanimité, mais de très grande majorité. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que les maires ont compris l'énorme plus-value que constitue à la fois en matière de dissuasion et en matière de résolution d'enquête la présence de la vidéosurveillance. C'était encore un point très polémique il y a quelques années, souvenez-vous, mais aujourd'hui ça l'est de moins en moins. C'est la même chose sur l'armement, qui est le point d'après. Les maires ont compris globalement, toutes tendances politiques confondues, à part l'extrême gauche, que les voyous, les délinquants ne faisaient pas la différence de subtil dès lors qu'ils voyaient un uniforme bleu, c'était les bleus, la police, la gendarmerie, la police municipale, c'était pareil, que ce sont là des agents qui sont en première ligne, c'est ce qu'on appelle des primo-intervenants face à de la délinquance et parfois au terrorisme, et qu'il est absolument indispensable de les armer. Alors, mon cher... vous n'avez pas peut-être précisé que notre ami Thibault de Montbrial est également avocat, donc juriste, donc parfaitement au fait de tout ce qui touche aux libertés individuelles. Vous avez vu comme moi le projet de loi qui va augmenter les attributions et pouvoirs des polices municipales.
que pensez-vous effectivement que le policier municipal, du fait que le policier municipal puisse demander l'identité, contrôler, ouvrir un coffre de véhicule, accéder à certains fichiers, est-ce que ça vous paraît nécessaire aujourd'hui de le faire, comme le demandent beaucoup de maires? Alors, cher Georges, ça ne me paraît pas nécessaire, ça me paraît absolument indispensable. C'est un combat juridique, légal, que je porte également depuis des années. Là encore, peut-être expliquer d'un mot à ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, les pouvoirs sur le terrain de la police municipale sont très inférieurs à ceux de la police nationale. Ce qui n'est pas en soi choquant. Il y a d'un côté une force d'État, de l'autre une force qui n'est pas une force d'État. Mais quand les policiers municipaux sur le terrain constatent qu'un véhicule commet des infractions ou doivent, pour quelque raison que ce soit, poser des questions au conducteur, en pratique, ils n'ont pas le droit d'avoir accès à la documentation qui permet de vérifier les réponses et ils n'ont pas le droit de procéder à l'ouverture du coffre. Donc on a une situation ubuesque, parce qu'il faut réaliser ce que ça implique concrètement dans la vie des policiers municipaux et nationaux. C'est quand il y a une suspicion, eh bien, le policier municipal doit appeler littéralement la police nationale et attendre qu'un équipage de police nationale se déplace. Ce qui est totalement absurde et contre-productif, puisque du coup, on se retrouve à avoir deux équipages de deux personnes qui font le même travail, ce qui est aberrant à tous les titres. Donc, Vous soutenez ce projet? Ah, je le soutiens. Je le soutiens Très bien. Vous en êtes un peu à l'initiative d'ailleurs. Hein. Pas tout seul. Avec le Sénat, M. Retailleau à l'époque. Exactement, on avait beaucoup poussé. Mais c'est du bon sens, vous savez, Georges. Bien sûr. En tout cas, c'est ce que répondent les élus, puisque sur justement le sondage réalisé par l'IFOP et avec le concours du CRSI, c'est 65% des élus souhaitent que effectivement les policiers municipaux puissent pratiquer des contrôles d'identité et la fouille dans des véhicules. Donc on est tous d'accord. Il y a un autre élément important, Georges Thibault, dans cette étude. On voit, nous, à travers la France, parce qu'on est partout en France avec le média, ce sentiment, quelles que soient les idées politiques des Françaises et des Français, d'être un peu abandonnés par l'État. Et on remarque exactement dans cette étude la même chose au niveau des élus qui se sentent abandonnés. C'est 56% des élus ont un sentiment d'abandon de l'État et de devoir pallier en tant que commune cette absence ou cet abandon de l'État. C'est qu'il y a un parallèle entre la population et les élus en fin de compte. Alors avec le centre de réflexion sur la sécurité intérieure que je préside, depuis début 2024, j'ai fait 35 réunions publiques partout en France, oui. Y compris en Martinique. J'étais jeudi dernier à Amiens, je serai le 8 décembre à Vierzon. Et ce qu'on constate à chaque fois, il y a des centaines de personnes qui viennent, il y a des élus locaux, mais il y a aussi tout simplement le peuple. Mais il y a les deux, donc il y a des élus et le peuple. Et systématiquement, au moment des échanges, des questions, du cocktail après, c'est ce point-là qui est abordé, c'est-à-dire ce sentiment partagé par les citoyens et par les élus, y compris de partis qui sont des partis historiques ou des partis qui aujourd'hui montent très fort, hein, d'une forme d'abandon. Donc il y a une rupture, mais qui est spectaculaire, entre Paris et le reste du pays, y compris d'ailleurs au sein des partis politiques. C'est-à-dire que les élus locaux de partis comme LR, Renaissance, considèrent qu'au niveau national, ils sont un peu oubliés. On me le dit moins pour un parti comme le RN, mais c'est tout de même très spectaculaire et très transversal. Et je ne m'attendais pas à ce que dans l'étude, la réponse de la part des maires soit si importante. C'est plus d'un maire sur deux qui le dit dans un sondage. Et probablement encore un peu plus depuis ces dernières tragédies, on va dire, ce qui s'est passé à Marseille, dans le cadre d'une problématique de narcotrafiquants qui touche toute la population française en fin de compte, et toutes les villes et les villages même. Alors Marseille, c'est tragique, mais c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que, et ça c'est ce qui est sous-jacent à toutes ces études, et en particulier à celles que le CRSI a fait faire en mars dernier, c'est que dans des petites villes où on n'était pas habitué à autre chose que parfois des bagarres un peu brutales, aujourd'hui il y a des assassinats à l'arme de guerre, et aujourd'hui il y a des groupes organisés, qu'on appelait des mafias par facilité de langage, qui ont quitté
leur régionalisation et qui s'étendent en France, et dont il faut dire, parce qu'il faut dire la vérité aux gens, de toute façon les gens la voient sur le terrain, que souvent elles sont organisées par origine ethnique. Et que donc, il y a des dimensions dans ces bagarres et parfois dans ces assassinats, dont régulièrement des citoyens sont victimes collatérales. Parce que quand vous avez des tirs de Kalachnikov, la cartouche qui est tirée, elle ne fait pas la différence sur sa trajectoire entre le jeune qui rentre de l'école ou l'autre délinquant en face. Donc, il y a une dimension ethnique et culturelle qui s'ajoute et qui complique encore les choses. Georges, on va passer, oui. Thibault, on va passer aussi, on est là aussi avec Agora News Sécurité, hein, je rappelle qu'on est pas loin des 80 000 abonnés, et on est le média aujourd'hui référence sur ce qu'on appelle le continuum de la sécurité, la coopération publique, privée et civile, qu'il ne faut pas oublier. On parle beaucoup de continuum au niveau des grands médias, et le continuum est un peu restreint sur le côté police, gendarmerie et police municipale. On en oublie le civil, parce que la sécurité civile a un rôle particulier, notamment dans les urgences, par exemple, mais aussi la sécurité privée. Et la sécurité privée, c'est pas que la surveillance humaine, c'est l'ensemble des nouvelles technologies, c'est la sécurité aéroportuaire, la sécurité événementielle, c'est la vidéoprotection, c'est les drones, c'est tous ceux qui fabriquent, qui installent, qui réparent. C'est donc du domaine de la sécurité privée. Est-ce qu'on n'est pas en retard par rapport aux autres pays européens tels que l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Grande-Bretagne, qui se sont dotés véritablement d'une organisation absolument claire, précise, avec des normes et une législation qui permet justement de pouvoir réfréner un peu ces problèmes de narcotrafiquants et de violence? Alors, on est très clairement en retard, et la raison pour laquelle on est en retard, c'est qu'on est pris, on est enferré dans des problématiques qui sont des problématiques idéologiques. C'est-à-dire que vous avez encore beaucoup de gens qui considèrent, qui sont dépourvus de tout pragmatisme, qui sont dans l'idéologie pure, et qui considèrent d'abord que la sécurité ne relève que du domaine de l'État, et que déjà une police municipale c'est déviant, mais alors en plus d'imaginer une sécurité privée, c'est carrément hérétique, sauf qu'aujourd'hui eh bien, on n'y arrive plus. Donc il faut trouver des solutions pragmatiques, évidemment encadrées par la loi et avec des formations et des contrôles adaptés. Personne ne dit l'inverse. Ça, c'est déjà sur le principe. Ensuite, il y a, et vous venez de le soulever, c'est très très important de le comprendre, la question de l'accès aux technologies. La réticence sur l'accès à la technologie, elle n'est pas simplement sur la sécurité privée, elle est même pour la sécurité d'État, la police, la gendarmerie, etc. On a mis beaucoup de temps à faire admettre la plus-value de la vidéosurveillance et le fait qu'on pouvait avoir un système qui ne soit pas attentatoire aux libertés individuelles en matière de vidéosurveillance. Aujourd'hui, le grand combat, ce sont les algorithmes et l'identification faciale, c'est-à-dire des process qui, même sans conservation des données, et j'insiste parce que c'est crucial, le but de ces technologies, c'est pas d'aller voir si Madame Martin ou Monsieur Michel, en promenant son chien, s'est arrêté devant telle ou telle vitrine de magasin. Ça, tout le monde s'en fout, si vous me permettez cette familiarité. Le but, ce sont des technologies d'anticipation, des technologies d'évitement, pour empêcher des catastrophes. Ce sont pas on peut tout à fait imaginer de mettre en place ces technologies sans stocker les éléments après. Absolument. Mais c'est simplement en amont, lorsque vous avez un marché le samedi matin, lorsque vous avez un événement artistique, lorsque vous avez un événement sportif, lorsque vous avez une réunion politique et que des gens se réunissent avec un risque de violence, quelle qu'en soit la cause, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, la France n'utilise pas des technologies que nous sommes quasiment les seuls au monde à ne pas utiliser aujourd'hui. On peut rappeler l'expérience très positive des JO, qui ont permis effectivement d'introduire des algorithmes de manière précise et momentanée, mais qu'il faudrait pérenniser. Oui, mais c'était déjà insuffisant, Georges. Vous avez complètement raison. Oui, mais c'était un premier pas. C'était un premier pas. Mais ne nous arrêtons pas à la vidéoprotection aussi. Il y a l'utilisation des drones. Oui, mais c'est la même logique. Et c'est dans la même logique. Et justement, dans cette, on voit bien que la sécurité publique, police, gendarmerie, on va aller jusqu'à la police municipale, qui est une sécurité publique, pour protéger sa population, ou en tout cas prévenir d'agressions ou de problématiques de narcotrafiquants, n'a pas les moyens en termes d'infrastructures, moyens humains et même les moyens de mobilité aujourd'hui pour couvrir une ville ou un département. Est-ce que l'utilisation des drones demain serait pas une solution justement à cette prévention? Mais on parlait à l'instant de pragmatisme. Oui. C'est une évidence absolue. Vous avez par exemple un territoire à couvrir de plusieurs kilomètres carrés. Vous avez 2 équipages opérationnels. Vous avez la suspicion qu'il se passe un événement à 2 km, 3 km, 10 km. Ben, vous envoyez un drone pour faire une levée de doute.
ça vous fait gagner un temps considérable plutôt que de faire déplacer un équipage si on n'est pas certain de ce qui se passe, etc. Premièrement. Deuxièmement, en cas d'événement grave, quel qu'il soit, ça peut être un événement climatique, ça peut être un accident industriel, un accident collectif. Ce n'est pas forcément des questions de sécurité au sens où on l'entend avec des agressions et de la violence. Mais évidemment, ça peut aussi marcher. Ça permet une aide tactique considérable. Ça permet de prendre de la hauteur, etc. En plus, la loi encadre assez bien aujourd'hui la protection des libertés individuelles, puisqu'il y a un mécanisme technologique qui permet d'éviter que l'on voit à l'intérieur des habitations par la fenêtre. Même si, encore une fois, je le dis, ce n'est pas le sujet des opérateurs de drones d'aller regarder derrière le rideau de la salle de bain. Mais en tout cas, vous avez évidemment raison, mais c'est du bon sens. Tous les gens qui nous regardent ne peuvent que être confondus par le fait qu'il y a des réticences chez certains élus dans certains et au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État sur l'utilisation de ces technologies, qui sont dans l'intérêt du plus grand nombre. On va conclure, Georges. Sur le mot de conclusion, on a un petit... avec Georges, on ne parle pas assez, malheureusement, aussi dans cette idée de la coopération publique-privée. On les oublie beaucoup. Ils sont de moins en moins nombreux. Ce sont les gardes forestiers. Ah bah... Ils étaient des milliers à une époque. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont... Une centaine peut-être. Peut-être un peu plus. Je crois qu'ils sont 800. Mais oui, enfin, voilà, c'est Psylonès qui avaient un rôle majeur, parce que c'est des officiers judiciaires qui peuvent mettre des contraventions, enfin des amendes, etc. Ils ont un rôle aussi au niveau de l'environnement et dans les forêts, etc. Et on voit quand même aussi, on peut le dire, des suspicions dans les villages et les forêts, etc. où c'est un moyen aussi pour des délinquants ou du terrorisme de se cacher. Il y a beaucoup de caches d'armes qui sont à la campagne. Les armes de la grande délinquance, de la grande criminalité organisée sont stockées à la campagne. C'est un truc que peu de gens savent. Mais bon, c'est même bien au-delà de ça. Les gardes forestiers, d'abord peu de gens savent, mais eux, ils ont le droit d'être armés. Tous ne choisissent pas de l'être, mais ils ont le droit de porter... Parce qu'il y a des chasseurs autour. Oui. Mais ils ont le droit de... Normalement, c'est pas fait pour tirer sur les chasseurs. Mais ils sont armés, les chasseurs. Oui, mais donc ils ont droit au pistolet automatique. Et ce sont surtout des gens qui sont des régulateurs de la vie quotidienne et des grands détecteurs de signaux faibles. C'est-à-dire que le garde champêtre, s'il y a quelque chose, s'il y a une voiture, s'il y a quelque chose d'un peu suspect sur la commune, il le voit. Et il va tout de suite en parler aux policiers, aux gendarmes, aux maires, etc. Donc ce sont des gens qui sont profondément utiles et qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on parle de sécurité au sens large. Et qui doit peut-être revenir un petit peu plus sur le devant de la scène. On a tendance à très peu en parler et pour autant ils ont des missions extrêmement importantes. Mais localement, normalement, ils sont bien considérés par l'ensemble des autres forces de sécurité. Absolument. Ok. Georges, petit mot de conclusion. Je pense que ce congrès des maires, on va entendre beaucoup parler déjà depuis hier de la colère et l'exaspération des maires quant à leur propre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les maires sont agressés et il en sait quelque chose, Thibault Monbrial. Et on espère que effectivement cette problématique soit prise en compte. Thibault, petit mot de conclusion. La sécurité, c'est pas de droite ou de gauche, ça devrait pas être polémique. La sécurité, c'est un besoin primaire de l'être humain et c'est la base du pacte social. Le citoyen fait confiance à l'État parce qu'il paye des impôts pour être protégé par l'État. Et le maire est aujourd'hui l'élu qui est le plus proche des gens, l'élu qui est le moins protégé et l'élu donc qui est pris entre les demandes de ses concitoyens et la délinquance de premier rang, celle qui est dans la rue. Et donc il est malheureusement évident que la sécurité va être le sujet numéro 1 des élections de 2026. Moi je souhaite qu'on arrive à considérer que ce n'est pas un sujet polémique. La sécurité, et j'en termine par là, c'est le préalable. Il faut être en sécurité pour pouvoir exercer nos libertés et s'épanouir dans la vie personnelle et professionnelle. Et quand on n'a jamais été confronté à l'insécurité, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on a pris une de claque, on le comprend très vite. C'était les mots de conclusion de Thibault. Merci Thibault de Monbrial, donc fondateur de CRSI. Merci Georges. C'était sur Agora News Sécurité. Je rappelle, on est présent au Salon des maires. Agora News Sécurité, le média digital autour de la coopération de la sécurité publique, privée et civile. Merci à tous les deux. Merci Thibault et excellent salon. Merci.